Comment les bailleurs sociaux des Hauts-de-France abordent-ils ce moment particulier qu'est la mise en œuvre du ZAN? Jean-Pierre Choël, c'est ce que vous allez nous dire. Merci d'être avec nous, monsieur le vice-président. Être aussi nombreux aujourd'hui démontre notre faculté et notre volonté de nous emparer de ce sujet et à le pousser. À ma connaissance, à date, je ne connais pas d'autres territoires qui se soient saisis à cette échelle pour jeter les bases de la réponse et concilier des objectifs en apparence contradictoires, produire des logements et économiser le foncier, tant la question de la disponibilité foncière et de son coût sont fondamentales dans l'acte de construire et au sens plus large d'aménager nos villes. L'initiative prise aujourd'hui par l'URH et la Banque des Territoires démontre notre volonté de ne pas subir, mais bien de s'emparer de ces nouvelles obligations, louables et impératives pour toutes les raisons que l'on sait. L'habitat social est en avance par rapport aux pratiques du parc privé, et sur d'autres aspects, c'est peut-être l'inverse. On commence à observer une diminution. Nous verrons. Mais toujours est-il que c'est ça l'enjeu. Déjà, faire moins. Ce que dit la loi climat-résilience, c'est que pour 2030, il faut faire diviser par 2. On est dans cette génération qui va devoir faire ça, on va voir ce qui se passe sur la décennie en cours. Et d'un point de vue régional, andréal, pour nous, tout se joue sur l'habitat. Tout. Il y a plus de la moitié de l'artificialisation des sols qui est faite à des fins de production d'habitat. Le vrai sujet, c'est toutes les zones pavillonnaires qui émergent. C'est celle-là qui concerne. Parce que dans la proportion de foncier utilisé à des fins de production, ce qui consomme beaucoup d'espace, c'est le pavillonnaire. L'esprit de la loi, il est là-dessus. Il est sur la division par 2 d'ici 2030 et sur le sujet habitat. Après, chaque hectare compte, tout le monde doit faire des efforts. C'est quoi le non-ZAN? Le non-ZAN, c'est l'étalement urbain. Le non-ZAN, c'est, on est en train de réviser l'Atlas de l'habitat que la Adrial avait produit en 2017. On a constaté un allongement des trajets domicile-travail. Le non-ZAN, c'est ça. Le non-ZAN, c'est récupérer derrière avec des grandes politiques, notamment avec le soutien de la Banque des Territoires, sur Action Cœur de Ville. Derrière, il faut rattraper tout ça. Et le non-ZAN, c'est tout cet aménagement du territoire qui nous amène à des difficultés aujourd'hui en termes de mobilité, en termes de cadre de vie. Et mon message principal pour aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut travailler sur la réduction de la consommation pour faire du logement, et en particulier sur la partie privée. Le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement et d'équilibre des territoires de la région Hauts-de-France, avec un petit r, puisque c'est un projet de territoire régional, donc a été adopté en séance plénière au Conseil régional le 30 juin 2020. Et il a été approuvé le 4 août 2020 par arrêté préfectoral pour être opposable donc au SCOT, au PLUI, au PCAET, aux chartes de parc. Le SRADET propose une vision qui se décline en objectifs puis en règles. Donc cette vision aujourd'hui, elle a deux préoccupations. La première, c'est de réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et d'autre part, d'encourager la sobriété énergétique et d'organiser les transitions. La volonté vraiment du SRADET, du projet régional, c'est que on soit dans cette fourchette de 21 300 logements par an et de 23 500 logements par an. Le président Bertrand a demandé l'exclusion de 3 grands projets du compte foncier régional. Il a demandé également le report du calendrier de modification du SRADET et par ricochet celui de modification, de révision des SCOT et des PLUI, parce que on avait bien conscience que si on retardait les choses au niveau régional, on pouvait mettre la pression au niveau local et c'était pas notre intention. Donc l'idée c'était qu'effectivement le temps supplémentaire accordé à la région soit également accordé au territoire. Et puis enfin, parce que techniquement c'est
très compliqué et on n'est pas la seule région de France à être confrontée à cela. L'idée, c'était de modifier aussi le décret relatif aux définitions de l'artificialisation. Dans ce cadre législatif et réglementaire qui n'est pas stabilisé, la région Hauts-de-France avance avec beaucoup de prudence sur l'interprétation des textes, mais sans renoncer aux travaux techniques et d'anticipation qui font l'objet de nos travaux au quotidien au sein des services de la région et en lien avec les collègues de l'État, DREAL et DDT, mais nous avançons avec une grande prudence. Première chose, on voit bien la baisse de la construction générale dont on a parlé et la baisse de construction des logements sociaux sur ces 10 dernières années. Donc on est passé d'un pic dans les années 2009-2011 qui ont suivi après la crise et qui diminue là-dessus. On voit quand même qu'en parallèle, le logement social a quand même joué un rôle contracyclique qui était assez important. Augmentation du taux justement dans les années de baisse, qui est due à la fois à des opérations qui sont plus longues et qui ont été rattrapées, mais aussi sur le fait qu'on peut compter sur le logement social pour continuer à produire lorsque le privé a plus de difficultés. Le deuxième élément qu'on a étudié, c'est celui du taux de renouvellement urbain. Dit autrement, est-ce qu'on construit plus en renouvellement urbain avec des logements sociaux qu'avec des logements privés? Sur ce point particulier, la réponse est globalement non. On a un taux un peu plus important pour les logements sociaux, mais pas forcément énorme. Le logement collectif s'est fait principalement en renouvellement urbain. L'extension est portée majoritairement par des logements individuels. On est à un peu moins de 12 000 hectares sur la période considérée, donc 2009-2017, 12 000 hectares de consommés, tout compris. Lorsque vous avez tout ça, vous retirez une partie liée à l'activité et vous obtenez un peu moins de 8 000 hectares. Sur ces 8 000 hectares, quand vous prenez les opérations pures d'aménagement, qui ont amené à créer des logements, vous descendez à 7 000 hectares. Vous avez 838 hectares qui sont imputables à des opérations de logements sociaux. Aujourd'hui, le logement social est un acteur important en termes de création de logements. C'est un acteur qui n'est pas neutre en matière de consommation d'espace, mais il n'a pas forcément le poids qu'on pourrait attendre au vu de la création de ce logement. Il faut aussi garder en tête que sur ce logement privé, on peut séparer sur les opérations d'un logement. Ça veut dire que vous avez consommé de l'espace, vous avez pris 1000 m² pour construire votre propre logement. La plupart du temps, c'est l'autopromotion. Et après, les opérations qui sont un peu plus constituées de 2 logements ou plus. En moyenne, le logement social est plus efficace que le privé, si tant est que le privé est une catégorie homogène. La loi a formalisé des objectifs trop nombreux peut-être même en partie contradictoires, et un peu incohérents. L'autre péché originel du ZAN, c'est l'outil aveugle. C'est l'outil qui nivelle, l'outil qui considère qu'un hectare vaut un hectare, que ce soit un hectare dans une zone qui connaît des inondations et des problèmes de ruissellement forts, ou une zone où il n'y a pas grand-chose à faire d'autre, où il y a du gisement agricole, foncier par exemple, etc., etc. Et puis l'outil ZAN, il s'occupe du foncier, du sol foncier, il s'occupe de la surface, et pour le coup, si on peut espérer par la suite que le ZAN serve à quelque chose, c'est en mettant l'accent sur le sol, sur l'importance du sol, sur l'importance de la qualité des sols, mais en 3 dimensions, pas seulement en tant que surface à utiliser. Je crois que ça serait bien de moins se stresser sur le quantitatif, si je puis dire, parce qu'il y a de la place. Le territoire français, 50% agriculture, 40% espaces naturels et forestiers, moins de 10%, on ne va pas se battre là-dessus, espaces urbanisés. L'INSEE a été obligé d'admettre qu'il n'y avait pas en France que des villes d'un côté et des campagnes de l'autre, mais qu'il y avait au moins 4 types de territoires. Les territoires très denses ou de densité intermédiaire, en rouge ou orange, et puis les territoires de faible ou très faible densité, qui sont en vert. La lutte contre l'étalement urbain, ce n'est plus le sujet. Cette lutte a été décrétée il y a 40 ans, elle a échoué. Décennie après décennie.
Aujourd'hui, plus d'un tiers des Français sont des étalés. Alors les étalés, on leur dit quoi? On leur dit on attend que vous mouriez, et puis il y aura plus que des villes compactes. On leur dit revenez en ville. Ils n'en ont absolument pas envie. Ils en ont peut-être pas les moyens, mais surtout pas envie. Donc il faut changer de slogan. Il ne s'agit plus de lutter contre l'étalement urbain, il s'agit de faire avec cet étalement urbain qui a produit des territoires périurbains très diversifiés. Et s'il y a un autre intérêt aux ZAN, le premier c'est celui de dire le sol c'est important, le deuxième pourrait être de dire ce périurbain il faut s'en occuper. Et tout le monde s'en fiche. Si on admet qu'il n'y a pas à se stresser trop sur le quantitatif, si on admet qu'il y a des choses intéressantes à faire sur le périurbain, alors on peut s'intéresser à des approches qualitatives, contextualisées. Et c'est là que j'en arrive à mes propositions, avec cette idée d'une gouvernance des sols à 3 échelles. Déjà, parler de 3 échelles, c'est sortir de l'obsession de la parcelle et des hectares, quoi, hein, ça change tout. Le territoire national, le niveau parcellaire et ce que j'appelle, faute de mieux, des grands territoires infrarégionaux. Le territoire national, pour le coup, là il faut du quantitatif. Le ZAN, il n'a pas de vision prospective. Le zéro du ZAN ne dit rien sur ce que sera le partage des territoires dans la France de 2030 ou de 2050. Et ce partage des territoires, c'est pas entre 8, 9, 10, 11% d'urbanisation versus le reste. Ça se passe surtout sur les 90% agriculture, nature, forestier. Le deuxième niveau parcellaire. Et là, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire là-dessus, mais en prenant cette affaire de sol en 3D, en 3 dimensions, qui permettrait de se dire, ben voilà, ce terrain, il n'est pas juste soit artificialisé, soit pas artificialisé, il a plein de qualités diverses et variées, qui sont sur des échelles de graduation par rapport à ses capacités de recyclage des sols, par rapport à ses capacités agronomiques, par rapport à ses capacités de captation du carbone, etc., etc. Mais il me semble que, en particulier, pour réfléchir à cette question des territoires périurbains et de leur avenir, il faut avoir des espaces de réflexion qui articulent des territoires différents. Et puis, ce niveau qui quand même, depuis quelque temps, réémerge, un niveau qu'on peut rappeler d'aménagement du territoire, finalement, hein, qui va au-delà des SCOT, mais qui est plutôt en deçà des SRADET qui ont des territoires trop vastes pour aller à ce niveau de finesse de réflexion sur des projets de territoire. Cette loi, pourquoi nous avons souhaité nous y intéresser? Eh bien, tout simplement parce que dans ses missions, le Parlement et le Sénat particulièrement est chargé du contrôle de l'application de la loi. Et nous faisons régulièrement des missions d'évaluation, des missions d'information, des commissions d'enquête, des rapports flash pour voir comment les lois que nous avons votées se mettent en œuvre, se mettent en application. Et on va dans les territoires et on auditionne énormément. Et c'est ce qu'ont fait toute une série de commissions du Sénat. Tout n'est pas écrit dans les textes, beaucoup est écrit dans le décret, et donc il faut attendre aussi beaucoup de la part de l'administration centrale, parce que effectivement ça participera eh bien, de la capacité que nous aurons à faire quelque chose qui laisse la possibilité non seulement à l'État de fixer un cap qu'on doit partager tous, mais aussi de faire confiance à l'intelligence des territoires et de ses acteurs, et de ne pas être uniquement vertical et arithmétique. Alors, qu'est-ce qu'on touche dans notre PPL? D'abord, il ne vous a pas échappé que la date butoir pour sortir les SRADET, purger des consultations des personnes publiques associées, c'est mars 2024. Globalement, la consultation des personnes publiques associées, c'est 1 an.
Ça veut dire concrètement que si on fait rétroplanning, à la fin de ce mois, il faudrait quasiment, si on était respectueux des règles, que chaque région fasse une délibération dans laquelle il y a une territorialisation de l'enveloppe régionale. Donc, le délai. On ne peut pas imposer et attendre que toutes les collectivités disent merci, on va y aller, si on n'a même pas pris le temps et donné le temps à la région d'aller à la rencontre des territoires pour discuter des objectifs partagés qui sont aujourd'hui quand même connus dans les grandes lignes, mais de là effectivement à dire ça fera autant pour vous, excusez-moi, il faut quand même qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. Donc là, on a besoin de connaître effectivement, nous nous demandons 1 an de décalage. Peut-être ce sera moins, mais c'est le curseur de départ que nous donnons. 2, je viens de le dire, la CMP, ce n'était pas un schéma prescriptif. Le décret et donc la position de l'État aujourd'hui, c'est un schéma prescriptif. Donc le deuxième volet que nous mettons dans notre texte, c'est de revenir à l'état du texte de la CMP. C'est-à-dire, nous ne souhaitons pas un SRADET qui soit un SCOT régional, c'est-à-dire qui s'impose à tous les documents d'urbanisme de façon extrêmement descendante. Ensuite, et ça découle directement de la prescriptivité, aujourd'hui, sans remettre en cause, et loin de là le travail de la conférence régionale des SCOT qui a fait un très gros travail et qui a permis l'interscot là-dessus, il n'y a pas de discussion. Ce qui nous est remonté des assauts d'élus, c'est qu'à partir du moment où le SRADET devient un SCOT régional, à quel endroit les intercos, les communes et même les départements qui ont apporté un certain nombre de grandes infras qui seront consommatrices d'espace discutent sur les priorisations, sur ce qui devrait faire l'objet effectivement d'une utilisation foncière, d'être prise en compte ou pas prise en compte. À quel endroit, à quel moment une gouvernance s'instaure entre des collectivités qui vont être des opérateurs de l'aménagement du territoire, vont pouvoir discuter. Donc il faut bien repenser une conférence du ZAN qui n'occulte pas évidemment les SCOT, qui seront toujours partie prenante, mais laissant une place effectivement aux collectivités qui à un moment vont devoir mettre en application le ZAN. Sinon, à ce moment-là, il y a un vrai sujet. La nature du SRADET change, mais la façon dont les territoires vont pouvoir être partie prenante de discussion, de consultation, et derrière la conférence du ZAN, toute une série de décisions. Quels seraient les grands projets d'intérêt régionaux pris en compte à l'échelle régionale? Non pas remettre en question le rôle de chef de file de la région de ce point de vue-là, mais qui est à titre consultatif un échange avec la conférence du ZAN sur les projets qui pourraient être prioritairement de nature d'intérêt régional, nous paraît être essentiel, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une discussion à un moment donné est important. Un autre aspect que nous mettons effectivement dans ce texte et sur lequel, je vous l'ai dit, il y a débat entre la vision du gouvernement et la nôtre, nous souhaitons écrire dans la loi les projets, la définition de ce qu'est un projet d'intérêt national ou européen. Et dedans, nous y mettons les projets industriels majeurs. On ne parle pas de petits projets économiques. Aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement ne les a pas intégrés du tout. Donc ça veut dire que tout ce qui, par exemple chez nous, a vocation économique dans une terre d'industrie, ça pour l'instant, c'est absolument pas considéré parce que si l'État, au départ, voulait pas entendre parler, maintenant entend parler des projets d'intérêt nationaux. On voit bien que ça ne rentre pas dans les purs. Mais déjà, on a une différence, c'est que nous, on veut la définir, cette liste. Quand l'État, lui, il veut choisir ces projets d'intérêt nationaux, après avoir consulté les présidents de région, mais donc arbitrer, les inscrire dans une liste qui sera validée par un décret en Conseil d'État. Et cette liste, ce qu'il veut, c'est pas la sortir du compte foncier national, c'est la mutualiser. Ça veut dire quoi mutualiser? À ce stade, parce qu'on est dans les discussions. Mutualiser, ça veut dire qu'on additionne tous ces projets, ça représente un volume d'hectares, on le divise par le nombre de régions et on le répartit entre toutes les régions. Mais ça veut juste dire que certaines régions qui ont très peu de projets d'intérêt nationaux se verraient amputer d'une partie équivalente, par exemple à la région des Hauts-de-France, une enveloppe foncière, alors qu'ils n'ont pas en contrepartie la dynamique liée à ses propres projets. Expliquez-moi, si nous, on était une région sans projet et qu'on nous dit vous allez prendre X milliers d'hectares en déduction pour des projets qui ne seront pas réalisés chez vous, vous imaginez bien que ces régions et ces collectivités vont exprimer très vite
leur interrogation et leur mécontentement quant à cette répartition, même si on peut l'entendre. Hein. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. Nous, on dit, l'État doit prendre sa part aussi dans tout ça et prendre en compte sa propre part dans ce dispositif, et les projets d'intérêt nationaux européens, on les sort, et l'État peut aussi s'appliquer à lui-même les 50%. Un autre volet qui fait débat, évidemment, c'est la question de la ruralité. Vous avez bien compris que dans une équation aussi contrainte, on sait bien que qu'est-ce qui va risquer d'être la variable d'ajustement, c'est forcément la consommation foncière dans les espaces ruraux. Sans tomber dans la caricature dans laquelle on aimerait bien mettre le Sénat au moment où on a ce débat, où on a sorti la PPL, puisque nous avons décidé et nous avons arbitré dans la proposition de loi d'inscrire un filet de sécurité rurale. Ce filet de sécurité rurale, c'est de dire il y a un droit à l'hectare dans la ruralité. Alors un droit à l'hectare, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire 35 000 communes, 35 000 hectares. Ça ne veut pas dire que tout le monde va consommer le droit à l'hectare. Ça veut dire que c'est un droit au projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a énormément de communes rurales qui aujourd'hui ont consommé plus de 2 hectares dans la période 2011-2021 et qui auront 1 hectare ou plus à consommer. On a calculé ce droit à l'hectare pour la ruralité, va impacter beaucoup les communes très peu denses et peu denses évidemment, mais pas que. Il vise à consommer, à mettre en réserve 9200 hectares. On a calculé, il y a 15 000 communes qui auraient consommé moins de 1 hectare dans la période précédente. Mais 15 000 communes qui ont consommé moins de 1 hectare dans la période précédente, moins de 2, ce qui fait moins de 1 divisé par 2, ça représente 9200 hectares parce que elles ont toujours un petit résiduel, elles auraient droit à 500 mètres carrés ou 750 mètres carrés, et pour arriver à ce filet de sécurité de droit à l'hectare, on a calculé très finement, on serait entre 9 000 et 9 200 hectares de consommation, non pas dans une enveloppe supplémentaire, mais à l'intérieur d'une enveloppe nationale de 125 000 hectares. Mais on a un gros problème, c'est que avant que les documents d'urbanisme ne se mettent en application, il y a un trou dans la raquette. Et il y a un petit sujet. Le sujet, c'est que les communes n'ont pas les outils pour maîtriser la situation. Il y a une course au CU, vous le savez tous, et que donc nous proposons dans notre PPL un droit de préemption ZAN et un sursis à statuer ZAN pour que les collectivités ne soient pas totalement démunies, sans faire tout et n'importe quoi dans cette période, et ne se retrouvent pas avec une enveloppe consommée au moment où les documents d'urbanisme aboutiront, parce qu'il y a eu cette course au CU et cette course à l'urbanisation pour éviter de se retrouver pris dans les mailles du ZAN. Vous avez bien compris que notre ambition, c'était de poser fortement l'équation au travers d'un texte qui, je ne l'ai pas dit, est co-signé par les LR, les centristes, les socialistes, les communistes. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un travail transpartisan. On a auditionné les mêmes personnes, on a entendu les mêmes choses, donc on a partagé le même texte. Urbains, ruraux, métropolitains. Enfin, vous dire que ce texte, il fait largement consensus. Au-delà des étiquettes, il a été, encore une fois, fortement co-signé. Mais, encore une fois, il n'a pas vocation à détenir la vérité, il a vocation à poser les sujets fermement, fortement, parce qu'on est sûr que sinon, on va dans le mur en klaxonnant. Parce que là, et c'est pas le gouvernement qui est mis en cause, c'est que tout ça s'est fait, c'est une révolution en matière d'urbanisme et d'aménagement qui a posé des curseurs. Puis si, il y a un dernier point qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade, et nous on n'a pas voulu le mettre dans notre texte volontairement parce que c'est pas une PPL qui peut faire ça, mais c'est qu'on a fait la loi climat, on révolutionne notre urbanisme, mais on n'a pas les outils, on n'a pas les crédits, et on n'a même pas la fiscalité qui prend en compte, parce que le ZAN, ça va changer complètement l'équation financière des collectivités. Même la DGF, sur quoi elle est assise? Sur des logiques de développement, de dynamique de développement. C'est-à-dire que comment on fait pour permettre à des territoires de s'investir si elles n'ont plus les ressources qui correspondent, puisque toutes les dynamiques de recettes, elles ont été transformées. Et donc on a un besoin d'agir. D'abord, un fonds friche. On a auditionné la FNTP. La FNTP elle nous dit que ça coûte 3 milliards si on veut requalifier les friches. Fonds friche, c'est 450 millions à peu près actuellement qui sont fléchés, qui sont consommés. 3 milliards, ils n'y sont pas. Comment on fait? Là, la loi, elle s'applique. Il faut le faire tout de suite. Alors, il faut quand même qu'en face, on nous donne les moyens.
Ingénierie, les EPF, il faut leur donner les moyens de leurs ambitions. Les agences d'urbain, les collectivités, l'ingénierie qui seront mises à leur service, qui sera mis à leur service, les cabinets d'études que les collectivités vont devoir saisir, qui coûtent quand même un pognon de dingue entre nous, pour quand même permettre d'accompagner la transformation des documents d'urbanisme. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste que, voilà, on a posé un cadre, on a dit on le met en œuvre tout de suite parce qu'il y a urgence, et il faut que... Et on ne peut pas le faire maintenant, tout de suite, dans une PPL, mais le prochain PLF, il doit s'atteler à ce sujet très fortement, celui de la fiscalité, mais qui est un sujet bien plus large que le ZAN, mais qui doit prendre en compte ce nouveau paradigme de l'aménagement du territoire, repenser la fiscalité locale. Sachez qu'au Sénat, la commission spéciale, avec Jean-Baptiste Blanc, qui est à la commission des finances, le spécialiste, le Sénat va se pencher sur la question du financement et de la fiscalité, mais dans un deuxième exercice, pour être au rendez-vous du PLF 2024, parce qu'on est convaincu que ce PLF 2024, s'il ne prend pas toute la mesure d'être au rendez-vous du ZAN, à ce moment-là, c'est même pas la loi qui sera remise en cause ou les collectivités ou l'incapacité des uns et des autres à faire. C'est qu'on ne peut pas si on n'a pas les moyens qui correspondent aux ambitions. En 2022, il nous fallait produire un livret sur la sobriété foncière. Pourquoi ? Parce que, vous le verrez en découvrant les opérations présentées dans ce document, à l'évidence, il n'y a pas une solution unique. Il y a plusieurs solutions pour lutter contre l'artificialisation des sols. Et donc ce livret donne à voir une multiplicité de façons de faire. On a voulu montrer un élément essentiel, c'est que le bailleur social n'est pas qu'un constructeur, c'est un gestionnaire, ça tout le monde le sait, mais c'est surtout aujourd'hui un aménageur du territoire. C'est un acteur de la transformation urbaine des territoires. Deuxième enseignement, c'est celui lié à l'enjeu, plus que prégnant, de pouvoir demain, pour les bailleurs sociaux, mobiliser du foncier public. Troisième enseignement de ce livret, c'est peut-être celui de dire que le bailleur social, c'est un acteur à la fois en milieu urbain, mais également en milieu rural. Puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de potentiel foncier mobilisable en secteur rural. Et donc, ce livret vous montre qu'on peut mettre en œuvre le ZAN en milieu rural. Ce livret, il a aussi pour objectif, pas forcément d'illustrer des opérations, mais aussi d'illustrer des pratiques d'acquisition de foncier, ou des démarches vertueuses de stratégie foncière ou d'achat groupé de foncier. Il montre aussi que les bailleurs sociaux sont mobilisés pour la renaturation d'un certain nombre de sites. D'autres projets illustrent le travail de dentelle qu'est en capacité de faire le bailleur dès lors qu'on lui en donne les moyens. Le travail de dentelle dans des tissus périphériques, des tissus résidentiels et sa capacité à vraiment le faire en harmonie avec l'environnement architectural existant. Vous voyez la diversité des opérations présentées dans ce livret. Chaque opération est unique en son genre, mais on sort des standards à la fois techniques, financiers, des standards en termes de pilotage de projet, de partenariat, qui jusqu'à présent ont soutenu une grande partie de la production du logement social en France. Donc, au final, la somme de ces opérations, quand on fait un pas de côté ou un pas de hauteur, quand on analyse tout ça, on voit quand même que ressortent des conditions communes de réussite de ces opérations, de déterminer ensemble, d'échanger ensemble sur les conditions de passage à cette démarche de massification d'opérations aujourd'hui que nous présentons comme expérimentales et exemplaires. En termes de conférence des Scott, je crois qu'on ne l'avait pas imaginé. Parce que ça, c'est pas dans la loi, c'est dans la nomenclature qui est sortie ensuite. On ne l'avait pas imaginé, on imaginait plutôt des enveloppes urbaines dans lesquelles les communes, les EPCI, auraient imaginé quelles étaient les zones à préserver en espace vert, etc., et quelles étaient les zones à densifier. Aujourd'hui, il semble que ce soit autre chose et ce sera compliqué. Alors oui, c'est difficile, mais cette difficulté, c'est une formidable opportunité. En tout cas, peut-être pour les urbanistes, on le voit comme ça. Ça veut dire quel aménagement du territoire, quelle ville demain, quels territoires ruraux. Et c'est vrai que ça répond à un certain nombre de défis. Alors, il y a celui de la densité, mais il y en a d'autres avant que j'aimerais bien rappeler. Ce matin, il a été parlé
il a été abordé la question de la répartition du développement sur les territoires à travers notamment l'armature urbaine et le SRADET. La réussite du modèle aulnésien, on va dire ça comme ça, ne tient pas qu'à la seule volonté de la ville. La concrétisation a pu se faire aussi grâce à un partenariat fort et nourri. Donc on a effectivement très tôt embarqué dans ce projet de ville l'établissement public foncier, l'État, la région, le département, la communauté d'agglomération, son agence d'urbanisme également, parce qu'il a fallu faire de la prospective foncière. Comment on identifie, comment on cible les ténements fonciers dont on va pouvoir jouir à moyen terme dans cette logique, et les bailleurs sociaux. Au-delà des réponses purement financières, je pense que le vrai enjeu, c'est finalement un enjeu d'anticipation foncière. Et d'anticipation foncière de long terme. Hein. Et ça transparaît dans les discussions qu'on a pu avoir ce matin, c'est que le véritable enjeu, c'est bien celui de la définition d'une stratégie foncière. Comme je vous l'ai dit, on continuera sur Cœur de Ville, on continuera à accompagner les bailleurs. Hein. Sur la précédente convention quinquennale, on a multiplié par 8 nos financements aux acquis améliorés. Pas que Cœur de Ville, sur toute la région. Je pense qu'on finance à peu près 100% des acquis améliorés, qu'ils soient en cœur de ville, en renouvellement urbain en rue ou en production classique des bailleurs. Donc ça, c'est une ligne directrice qui va continuer. Cœur de Ville a permis, grâce aux financements exceptionnels qui ont pu être mobilisés par les opérateurs, les bailleurs sociaux, les collectivités, avec l'appui des financements d'Action Logement, ça a permis de sortir des opérations qui ne seraient jamais sorties, qui n'auraient jamais été mises en service. Ça a permis de produire du logement en plein cœur de ville qui n'aurait jamais vu le jour si à un moment donné il n'y avait pas eu un dispositif d'État. Je pense que la difficulté qu'on a tous aujourd'hui, hein, nous aussi les EPF, c'est de savoir repérer les sites qui vont être prêts à muter. Alors, des fois avec les collectivités locales, quand on parle de stratégie foncière, ou quand on fait des paris, on dit là, ça va être bon, voilà, ou etc. Puis des fois on se trompe, des fois ça marche, des fois on se trompe. Mais moi j'invite vraiment tout le monde à se dire que la clé du sujet, pour que le ZAN ne soit pas une contrainte telle qu'on l'évoque aujourd'hui, c'est effectivement de se dire que la richesse, on l'a partout sous notre pied, partout dans les zones déjà urbaines et déjà artificialisées. Quand on va visiter, on constate qu'il y a des choses qui marchent très très bien, enfin, qui sont assez remarquables. Donc ça, c'est aussi des nouvelles façons de faire qu'on va tenter d'accompagner et que peut-être on pourra ou pas associer les bailleurs sociaux sur des projets un peu innovant, un peu spécial. Enfin, l'idée, c'est de dire il va falloir aussi faire un peu autrement et essayer d'y arriver, quoi. Mais c'est toujours le projet qui compte. Ce foncier, il va devenir de plus en plus rare, et donc on a intérêt collectivement à ce que chaque mètre carré utilisé soit bien utilisé, et on n'a pas forcément beaucoup parlé, on ne peut pas parler de tout dans cette journée, mais de l'enjeu à optimiser, à garantir l'optimisation de ce foncier dans le cadre des documents d'urbanisme, dans le travail de planification que font chacun des territoires, et par exemple à veiller collectivement, et là peut-être est le rôle des CAUE auprès des collectivités, à ce qu'on densifie l'habitat autour des axes de transport en commun, et c'est d'ailleurs un des amendements que l'on portera auprès des sénateurs dans le cadre de la PPL. C'est l'occasion, la nécessité, l'opportunité encore plus de continuer à faire monter en puissance les projets, c'est-à-dire de réinterroger le déjà là. Enfin, vous l'avez abordé et on l'aborde depuis presque toute la journée, c'est-à-dire travailler sur l'existant, sur le déjà là, partager les expériences. Le livret présenté effectivement en montre quelques-unes. On est quand même dans les Hauts-de-France sur un territoire d'innovation. Hein. On peut citer, si on remonte un peu, le Familistère de Guise, les cités minières aussi qui ont été des opérations sur lesquelles on a réfléchi à la manière d'habiter. Les acteurs des Hauts-de-France sont souvent pionniers et innovants lorsqu'il s'agit de saisir d'un sujet stratégique et complexe. Nous ne partons pas d'une page blanche. Nous connaissons désormais la consommation foncière du logement social grâce à l'étude que nous avons lancée en Hauts-de-France. Et des dispositifs et outils se mettent en place. Tout d'abord, le fonds Friche,
désormais intégrés au fonds vert. 40 projets lauréats depuis 2021, portés par les bailleurs sociaux en Hauts-de-France, qui représentent 24 millions d'euros de subventions. Pour 2023, plus de 100 projets sont d'ores et déjà identifiés par les bailleurs des Hauts-de-France dans le cadre du fonds vert. Bonus, et bientôt les super bonus, de subventions pour les acquis améliorés, eh bien, oui, ça nous a permis de doubler la production d'acquis améliorés dans la programmation en 2022. Une expérimentation à venir sur la seconde vie du bâtiment pour tester des nouveaux modèles de réhabilitation basés notamment sur le déconventionnement, le reconventionnement de certains patrimoines. Ce sont pour nous de vrais signaux encourageants. Alors, de nombreuses propositions ont été formulées aujourd'hui par l'ensemble des acteurs, mais j'aimerais, monsieur le préfet de région, que vous puissiez, mais j'en suis convaincu pratiquement, nous accompagner plus spécialement sur certaines d'entre elles. Premièrement, on a beaucoup débattu sur ça aujourd'hui, la mobilisation simple et rapide du foncier public à destination du logement social. Deuxièmement, permettre le renforcement de la relation directe EPF, bailleurs. Troisièmement, il est important d'initier des tours de table intercommunaux, des partenaires et des financeurs, tout comme l'ANRU ou Action Cœur de Ville. Pour continuer à répondre aux besoins, le foncier dévolu au logement social ne devra pas être sacrifié dans le cadre de la mise en œuvre du ZAN. Nous ne devons pas nous opposer. Sobriété foncière et production de logement. Nous sommes complémentaires. Et puis, monsieur le préfet, vous le savez, notre profession est plus que prête à travailler avec les partenaires sur l'évolution des modes à faire. Et puis, je vous sais attentionné au logement social, et donc vous et nous, ensemble, on peut réussir nos objectifs, monsieur le préfet. Merci. Nous avons un formidable défi à relever qui me paraît, pardonnez-moi et sans grandiloquence, être le défi de notre génération. C'est-à-dire, il a été proposé au ministre, à Christophe Béchu, qui l'a accepté, que sur les plus de 100 millions du fonds vert, il y en ait 40 qui soient consacrés au fonds friche. Chaque fois qu'il sera reconduit, nous ferons le même choix. C'est important pour les EPF parce que ça va leur donner du travail. C'est important pour les élus que de savoir qu'ils vont pouvoir recycler du foncier, à la fois du foncier urbain, parce que le fonds vert friche, il a deux sous-ensembles. Il a un sous-ensemble projet urbain, qui devra avoir un plancher de logements sociaux lorsque les communes sont carencées, et lorsqu'elles ne le sont pas, sera beaucoup plus libre. Et un fonds friche renaturation, qui permettra, autour des nombreuses rivières et canaux, sur des friches qui ne sont pas, qui sont peut-être trop polluées, de parvenir à une renaturation, parce que la qualité des sites et des paysages est un enjeu dans notre région. Nous avons fait le choix d'inscrire dans le temps le fonds friche. Un bailleur qui veut construire du logement social, c'est simple, il se précipite sur l'acquis amélioré. Nous avons en 2021 200 acquis améliorés sur la région de France. En 2022, nous en avons 400. J'ai provisionné de quoi en faire 1500. Partir du principe que, puisque c'est plus compliqué en gestion et peut-être plus compliqué en matière de prospection, eh bien, il fallait surprimer l'acquis amélioré. Comment ? Écoutez, c'est très simple. Vous êtes dans une autre ville que la région Hauts-de-France. L'acquis amélioré, c'est en moyenne primé 2 000 € par opération. Dans la région Hauts-de-France, c'est 16 000 €. C'est-à-dire, il n'y a plus d'effet de seuil. L'an dernier, j'avais un peu testé le système, qui nous a permis de doubler, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, le nombre d'acquis améliorés. Là, j'ai fait tout voler en éclats. Que vous soyez à Soissons, que vous soyez à Arras, que vous soyez à Stenvoorde ou à la Fère-en-Tardenois, que vous soyez à Mers-les-Bains ou à Fourmies, c'est 16 000 €. Il n'y a
aucun endroit ailleurs en France où c'est autant aidé. Avec toujours dans l'idée de lutter, contre l'habitat vacant, de lutter implicitement contre l'habitat insalubre. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si ça marche, on reconduira. Et si Olivier Klein, constate qu'on a trouvé, non pas la pierre philosophale, mais la bonne méthode Fonfriche, acquis amélioré pour reconstruire la région Hauts-de-France sur elle-même sans bouffer de la terre agricole, pardonnez-moi l'expression, je suis un peu trivial, alors je pense que nous y serons arrivés. En aucun cas, le ZAN ne doit être interprété comme l'arrêt de la conversion des terres agricoles. Nous continuerons, il ne peut pas en être autrement, quelle que soit l'intelligence collective autour du fonds Friche, quelle que soit l'intelligence collective autour de l'acquis amélioré, il est inéluctable que des terres agricoles soient converties aux fins d'urbanisme économique ou aux fins d'habitat. C'est le progrès de l'humanité qui est en marche. Chaque fois que nous convertirons 1 hectare de terre agricole, nous devons bien réfléchir à son usage. Lorsque vous êtes dans la région Hauts-de-France, quand vous êtes en Santerre, quand vous êtes dans le Montreuillois ou quand vous êtes dans l'Arageois, le rendement, il est supérieur à 100 quintaux l'hectare. C'est-à-dire que la terre agricole, ici, est un acteur économique majeur. La région Hauts-de-France doit être au rendez-vous de la souveraineté alimentaire. Le ZAN, c'est une manière peut-être de mieux faire la balance des intérêts publics et de se dire, avant d'ouvrir 10 hectares à l'urbanisation et de me prendre 8 ans de contentieux, est-ce que je ne peux pas réfléchir avec l'URH, avec mes grands bailleurs, sur des opérations d'acquis amélioré par certains quartiers ou certaines rues, et peut-être avec les élus qui, dans cette région, et je le dis sans complaisance, ont tellement de courage, réfléchir à convertir plus de friches urbaines, plus de friches industrielles, parce que dans la région de France, nous avons collectivement fait le choix de réinterpréter le fonds vert largement en fonds friche, parce que nous avons fait le choix, avec l'accord du ministre du Logement, de nous dire au pays de l'habitat individuel populaire, travaillons déjà sur ce que nous a légué l'histoire, avant d'être disponible pour les gens intelligents. Merci infiniment.